Rahim. Bonjour à toutes et à tous, enseignants et étudiants. Bienvenue à cet atelier qui va se porter sur la traduction et l'enseignement. Je vous souhaite une bonne, c'est-à-dire j'appelle d'abord tous les participants qui sont tous ceux qui sont présents, c'est-à-dire sur scène il y a Monsieur Benihia, les autres, Madame Douifi Nabiha, Douifi. Alors, d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir tous les intervenants. Monsieur Benihia qui va de l'université de Bjeya qui va présenter une communication intitulée La traduction dans l'enseignement des langues, méthodes et stratégies pour la consolidation des compétences linguistiques. Pour ne pas tarder, je vais passer la parole à Monsieur Benihia. Merci. Honorable assistance, bonjour. Et merci de m'avoir donné la parole au moment de la sieste. Alors, ma communication porte sur le thème, comme vous le voyez sur l'écran, la traduction dans l'enseignement des langues. Je suis à la recherche d'une méthode pratique pour l'enseignement de la traduction dans un département d'anglais. Donc j'ai réussi quand même à concevoir une méthode pratique pour enseigner la traduction, le TD de la traduction de l'anglais vers le français et parfois de l'anglais vers l'arabe au niveau du département d'anglais. Donc il s'agit là de l'exposé d'une expérience personnelle dans ce domaine, le domaine de l'enseignement de la traduction pratique. Au département d'anglais, je précise, et les résultats de cette méthode vont s'appliquer donc à coup sûr sur ce qui se passe au niveau d'un département de traduction également. Donc, comme je viens de le dire, je recherche une méthode bien définie pour l'enseignement de la traduction, pour se débarrasser de la méthode de traduction par texte, présenter un texte à l'étudiant, lui demander de traduire, donc traduction par l'étudiant, correction par l'enseignant. On rentre dans une certaine monotonie et personne n'est gagnant dans cette affaire. Donc, mon objectif est double dans cette méthode. Premièrement, j'essaie d'initier l'étudiant à la traduction et ses problèmes, mais également je vise la consolidation de ses compétences linguistiques en mettant l'accent sur l'écrit. Donc c'est une approche qui est centrée sur l'écrit, mais à travers la traduction. C'est pour consolider donc le niveau de l'étudiant en matière d'expression écrite en anglais. Donc l'objectif est double. J'enseigne à la fois, j'initie l'étudiant à la traduction et ses problèmes théoriques bien sûr, mais également, et c'est le plus important, c'est de consolider ses compétences linguistiques en mettant l'accent sur l'écrit. Alors le plan est là, j'ai dû sauter des parties théoriques par insuffisance de temps, parce qu'un quart d'heure ne suffit pas pour parler de la traduction pédagogique et la pédagogie de la traduction, également donc ceux qui encouragent l'intégration de la traduction dans l'enseignement des langues et ceux qui sont contre. Donc tout ça, je vais le sauter et passer directement à l'exposé de ma méthode. Alors le constat. Le déficit linguistique que montre l'étudiant ne se répercute sur sa capacité à comprendre le sens du texte. Ça c'est un. Alors nos étudiants arrivent à l'université avec un déficit linguistique considérable, donc ils n'arrivent pas à saisir le sens qui est le pivot de la traduction.
le problème de compréhension du sens ne se situe pas au niveau du lexique. Il ne se situe pas au niveau du lexique, le problème de compréhension, mais plutôt il se situe au niveau de la nature, de la structure syntaxique du texte source. Donc le problème qui se pose, c'est le problème de la structure syntaxique du texte de départ, qui est celui de l'anglais. Donc à une forte présence de modificateurs, de pré-modifiers et post-modifiers, et de combines syntaxiques inhérentes à la langue anglaise, ce qui fait que l'étudiant s'égare en lisant la phrase et il ne comprend pas la structure et non pas les mots. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième, il s'agit donc d'apprendre à l'apprenant à passer de la compréhension de la structure syntaxique à la compréhension de la structure sémantique, en analysant méthodiquement l'articulation des éléments constituant ces structures dans le cadre d'une analyse pré-traductionnelle. Donc on mise beaucoup sur l'analyse pré-traductionnelle avant de traduire. Et cette analyse pré-traductionnelle nous permet de consolider les acquis en matière d'écrit pour l'étudiant. Alors, les objectifs, je passe aux objectifs. Alors, les objectifs, mettre en place une méthode pratique pour l'enseignement de la traduction aux étudiants de graduation, je parle des deuxièmes années bien sûr, d'anglais, fondée sur une approche syntaxique orientée sur le texte source. Deuxièmement, la recherche du sens par l'analyse syntaxique permettra à la fois d'initier l'apprenant à la traduction comme processus linguistique et cognitif et de lui inculquer les structures syntaxiques originales de l'anglais et lui permettre d'améliorer sa compétence d'écrit et de se rapprocher le mieux possible du génie de la langue anglaise dans ses productions écrites. Voilà. Je passe outils et méthodologie. Alors, le premier point, c'est le choix du texte. Tiré de revues réputées pour leur rédaction de qualité, alors le choix de texte doit être... il faut que l'enseignant choisisse son texte et il doit l'extraire d'une revue réputée pour sa qualité de rédactionnelle réputée, car ce texte est appelé par la suite à impacter la compétence rédactionnelle de l'étudiant. Donc il va le prendre pour modèle pour sa production écrite et sa construction syntaxique, et à l'imprégner des subtilités et du style de la langue anglaise écrite. Alors, on va passer aux phases d'analyse. Ça, c'est la première phase. Donc, l'étudiant, l'enseignant d'abord, doit procéder à la mobilisation des connaissances antérieures indispensables pour l'analyse du texte. Donc, ici, on mise toujours sur la grammaire et la syntaxe. Donc, il y a des notions de grammaire à rappeler, il y a des règles de syntaxe à rappeler également, à savoir le rôle des prémodificateurs dans la construction syntaxique et la nature de la phrase simple et de la phrase complexe de la langue anglaise. Alors, la première étape qui est la plus importante va se pencher sur la structure syntaxique de base, ce qu'on a appelé en anglais the simplest syntactic structure. On propose le texte à l'étudiant, on lui demande de dégager la structure syntaxique de base. C'est-à-dire, il va se débarrasser de toutes les extensions qui le gênent, c'est moi qui le dis, qui le gênent pour la compréhension de la structure. Alors, il s'agit donc de dégager la structure syntaxique de base, ce qu'on a appelé la the simplest syntactic structure, donc dégager les éléments principaux, ce qu'on a appelé the headwords en anglais. Ça s'appelle the headwords, c'est-à-dire quand on prend un sujet,
on le débarrasse de l'adverbe qui est avant, le débarrasse de l'adjectif qui vient avant et de la combine peut-être de deux adjectifs qui sont avant, etc. On garde le head word. Et donc en commençant par écarter toutes les extensions, et notamment les adjectifs, ce qu'on a appelé en général les primodifiers, et les adverbes et les intensificateurs, les compléments circonstanciels, etc. Alors, on commencerait d'abord dans cette analyse par... pardon, le retour, c'est comment? Très bien. Donc, identification des verbes conjugués. On sait bien que le verbe conjugué constitue l'esprit de la phrase. Hein? Donc, l'étudiant ne doit pas penser au verbe de l'infinitif, il doit penser surtout à déterminer les verbes conjugués. Alors, en anglais, le problème se pose parce qu'il y a des ed formes pour l'adjectif, il y a des past simple qui se terminent avec ed, donc l'étudiant se trouve parfois dans l'ambiguïté, il ne sait pas est-ce que c'est un verbe ou c'est un adjectif, past participle parfois. Donc, il doit le faire méthodiquement et dégager tous les verbes de son texte. Attribution par la suite des sujets et des compléments d'objets, en head word toujours, c'est-à-dire il se débarrasse à chaque fois des extensions. Et troisièmement, identification des liens. L'étudiant doit savoir qu'il y a toujours un lien entre une phrase simple et une autre. Donc le lien, parfois il est explicite, quand on parle d'un rapport logique, et parfois il est implicite. Pour l'anglais, généralement c'est le which et le that qui ne sont pas explicités, mais l'étudiant ne sait pas comment raccorder deux phrases simples. Et ça peut être également une ponctuation. Donc le point-virgule peut être un lien. Il faut qu'il le sache. Et parfois les deux points, etc. Donc la ponctuation également a son importance. Donc je passe, une fois l'étudiant est arrivé à faire ces trois étapes, identification des verbes, attribution des sujets et compléments, identification des liens, il rassemble sa structure syntaxique, il la reconstitue. Donc, reconstitution de la structure syntaxique de base, the simplest syntactic structure. Donc, il la rassemble. Après sa reconstitution, l'apprenant s'aperçoit, après donc cette étape d'analyse, il reconstitue sa structure de base du texte et il s'aperçoit qu'il a une meilleure visibilité du sens et un aspect simplifié du texte. Il est en mesure, à ce stade, de comprendre le rôle de chaque élément des extensions dans l'enrichissement du sémantisme de chaque élément de la structure. Alors, pour aller à la dernière page, donc, il faut aller, je pense que c'est comme ça. Je vous donne l'exemple du texte. Oui. Voilà. Non. On ne l'affiche pas. Hein? Alors, voilà le texte qu'on a proposé à la traduction. On ne va pas le lire parce que je risque de perdre du temps. C'est un texte donc, qui fait une petite comparaison entre l'économie britannique et l'économie allemande à l'occasion de la réunification des deux Allemagnes. Donc, c'est un texte qui est tiré de The Sunday Times. C'est une revue, bien sûr, très connue et qui est réputée pour sa qualité rédactionnelle. Donc, la structure syntaxique de base, c'est celle-là. Exemple, pour la première phrase, for the past 5 years, something rather unusual has been happening. Donc, à vrai dire, le verbe conjugué, c'est has been happening, simply, mais le sujet, c'est something. Rather unusual, c'est des extensions. Alors, c'est des primodifiers, c'est des mots qui modifient something. Something, plutôt c'est des post-modifiers ici, puisqu'ils viennent après. Rather unusual,
ces deux termes qui, etc. Donc on obtient la structure syntaxique de base suivante. Voilà, elle est affichée. Il n'y a que ce qu'on appelle the headwords, sans extension. Et là, l'étudiant a une bonne visibilité du sens. Alors, on passe par la suite à la réalisation du modèle syntaxique du texte source. Maintenant, l'étudiant doit passer à la réalisation du modèle syntaxique du texte source. C'est-à-dire, une fois il a décortiqué son texte, il a obtenu sa structure de base, il va proposer le modèle syntaxique du texte, c'est-à-dire attribuer à chaque élément du texte sa fonction grammaticale et son rôle dans la structure. Cette étape permettra de préparer l'étudiant à l'exercice d'expression écrite dans la langue source, puisqu'il va y avoir un exercice d'expression écrite après. Maintenant que l'étudiant s'est imprégné des structures syntaxiques, jusque-là bien maniées, ce modèle syntaxique du texte source servira de spécimen guide pour la réalisation d'une production écrite par petits groupes d'étudiants. Alors on doit montrer le modèle, je pense que c'est à la quelle page ? Davantage de production écrite. Voilà, il est là. Voilà donc ce que j'ai appelé le modèle syntaxique du texte source. Voilà le texte source sur la gauche et le modèle syntaxique sur lequel l'étudiant va calquer par la suite ou bien imiter sa production. Donc il va calquer le modèle du texte source. Donc il a attribué la fonction grammaticale pour chaque élément. Vous voyez ? Donc après, ça va lui servir à la rédaction de sa production après. Donc traduction par la suite, on passe à la deuxième étape, qui est la traduction du texte vers la langue cible. Donc maintenant, le texte va être traduit par l'étudiant. L'étudiant à ce stade aura manié toutes les structures syntaxiques du texte source et aura une bonne visibilité du sens qui sera meilleure bien sûr en fonction de sa capacité à mobiliser son bagage cognitif pertinent et son bagage lexical préalablement acquis. Donc là, c'est la culture générale aussi qui intervient à côté de la langue. Pour l'acte de traduction, nous incitons d'abord l'apprenant à adopter une démarche interprétative pour réexprimer le sens déverbalisé. Donc on donne quelques principes de traduction à l'étudiant ici pour savoir transférer le sens de manière interprétative et non pas de manière à transcoder ce qu'il y a dans le texte de départ, c'est-à-dire ne pas éviter la traduction littérale. On arrive donc à la troisième étape qui est la production écrite. Donc on va demander ici à l'étudiant de produire en anglais. Donc la démarche s'inscrivant dans une optique sur objectif spécifique, qui vise à consolider le bagage, la compétence de l'étudiant en matière d'expression écrite. L'étudiant développera sa propre production écrite autour d'un thème ou d'une simple idée de son choix et tentera autant que faire se peut de calquer et d'imiter le modèle syntaxique du texte initial. Donc il va le prendre pour modèle pour calquer sa production écrite. Alors j'arrive maintenant au résultat de la méthode et la conclusion. Je ne sais pas si le temps s'il me reste un peu de temps. Il reste encore quelques minutes. 2 minutes.
Alors, je m'excuse. Donc, impact sur la compétence traductionnelle. L'étudiant arrive à surmonter la difficulté de compréhension à un niveau satisfaisant par une approche méthodologique qui repose sur la stratégie de passage des structures syntaxiques aux structures sémantiques, focalisant sa démarche sur les structures de base et sur les rapports existants entre les éléments grammaticaux. L'apprenant améliore la sous-compétence bilingue représentant les connaissances essentiellement opérationnelles nécessaires à la communication en deux langues. Troisièmement, il consolide la sous-compétence extralinguistique et développe son bagage cognitif dans différents domaines suivant la variété de textes choisis. Ce sont des connaissances biculturelles, encyclopédiques et thématiques. L'apprenant acquiert une sous-compétence de connaissances traductionnelles et un ensemble de principes régissant la traduction et ses aspects théoriques. La sous-compétence instrumentale se voit progresser. Qu'est-ce qu'on appelle une sous-compétence instrumentale? Car il aura acquis les connaissances essentiellement opérationnelles concernant l'utilisation des sources de documentation et les dictionnaires en tout genre, encyclopédie, grammaire, aide à la rédaction, etc. Sixièmement, l'incapacité de saisir les structures syntaxiques du texte de départ, qui est l'anglais, constitue un handicap réel à la compréhension du sens, ce qui conduit à des fautes de traduction. Une bonne compréhension de la construction syntaxique du texte source conduit avec succès à une bonne compréhension du texte. L'apprenant s'aperçoit que le vocabulaire ne doit pas constituer un handicap à la compréhension, ni à la traduction. L'apprenant s'habitue par un entraînement et une pratique fréquente à la nature des structures originales de la langue anglaise et pourra ainsi saisir facilement le sens qu'elle structure en s'adaptant à tout type de texte. L'étudiant prend conscience du caractère idiomatique de certaines expressions de la langue anglaise et apprend à proposer des équivalents culturels. L'étudiant apprend, dans le cadre d'une démarche interprétative de la traduction, à déverbaliser le texte pour y extraire le sens sous forme non verbale et le transmettre dans une autre langue tout en essayant de se rapprocher du génie de la langue cible. Impact sur la compétence rédactionnelle. Je ne sais pas si je peux retrouver, c'est important parce que c'est là le centre de... Non, c'est pas comme ça. Alors, non, c'est pas ici. Je m'excuse, je vais perdre un peu de temps. Je joue un mauvais rôle. Je continue. Donc, impact sur la compétence rédactionnelle. La méthode proposée permet à l'apprenant de s'imprégner de toutes les spécificités des structures syntaxiques de la langue anglaise. Elle permet à l'apprenant de surmonter la difficulté de la construction syntaxique résultant de l'influence de la langue maternelle et d'éviter les interférences linguistiques lors de la rédaction en anglais. C'est-à-dire l'étudiant arrive à se débarrasser de certaines structures de la langue maternelle qui s'interfèrent dans ses écrits en anglais. L'apprenant acquiert des compétences et des techniques d'expression écrite grâce au traitement de nombreux cas de structures syntaxiques dans la langue source. L'apprenant acquiert les outils pour la compréhension du sens avant de passer à l'opération de traduction. L'apprenant se familiarise avec les constructions syntaxiques, type de l'anglais, et à travers le traitement d'une multitude de textes et la fréquence de l'exercice fait qu'il les adopte et les emploie dans ses productions écrites. Alors, discussion, il me reste un peu de temps. Une minute? Juste une minute. C'est bon? Alors, discussion et conclusion. Aujourd'hui, la traduction pédagogique prend de plus en plus de l'importance, en particulier au niveau du cycle de graduation universitaire, et s'avère un outil indispensable pour, d'une part, consolider les compétences linguistiques de nos étudiants qui accèdent à l'université sans bagage suffisant pour suivre les études en langue et en traduction, et d'autre part, pour initier chez les étudiants de la langue une ouverture sur la langue et la culture de l'autre, et leur permettre de nourrir en eux un don de traducteur. Le terrain montre que les étudiants de langue, précisément l'anglais, adhèrent très fortement à cette démarche
exposées dans le présent travail et montrent beaucoup d'engouement à assister et à prendre part aux activités d'analyse syntaxique des textes avant de les traduire et de les prendre pour modèle pour produire des écrits. Parallèlement, ils développent une conscience syntaxique. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez. C'est au résumé. La méthode exposée pourrait être appliquée également sur les modules de traduction appliqués enseignés au début du cycle de traduction au département de traduction également. C'est une expérience donc, qui découle du département anglais, mais qui peut s'appliquer également sur le département de traduction. Merci pour... Très bien. Je vous remercie. Je vous remercie vivement pour cette communication très enrichissante, très intéressante. Personnellement, je ne voulais pas vous arrêter parce que j'ai trouvé ça très... Salima, Université de Tissemsilt. Leur communication porte sur ou est intitulée Les défis de la traduction des écrits scientifiques et académiques, cas des résumés de mémoire d'étudiants de master. Je vous invite à écouter l'enregistrement. Chers collègues, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de cette manifestation scientifique autour de la traduction dans le contexte linguistique algérien. Notre communication s'intitule Les défis de la traduction des écrits scientifiques et académiques, cas des résumés de mémoire d'étudiants de master. Chers collègues, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de cette manifestation scientifique autour de la traduction dans le contexte linguistique algérien. Notre communication s'intitule Les défis de la traduction des écrits scientifiques et académiques, cas des résumés de mémoire d'étudiants de master. Les résumés de mémoire d'étudiants de master présentent des spécificités qui rendent leur traduction complexe. En effet, ces résumés doivent être à la fois concis et informatifs en résumant de manière claire et précise les résultats et les conclusions des recherches menées. De plus, ils contiennent souvent une terminologie spécialisée et des concepts techniques propres au domaine d'études, ce qui nécessite une compréhension approfondie de la thématique abordée. Et par conséquent, la traduction des résumés de mémoire d'étudiants de master nécessite une expertise linguistique et une connaissance approfondie du domaine de recherche afin de restituer fidèlement le contenu et les nuances du texte original. La traduction a un impact majeur sur la diffusion des recherches académiques car elle permet de rendre les travaux accessibles à un large public national ou international. Une traduction de qualité peut permettre à des chercheurs du monde entier de bénéficier des avancées réalisées dans un domaine spécifique. Il est donc crucial de prendre en compte l'impact potentiel de la traduction lors de la publication de recherches académiques en veillant à ce que la qualité et la précision de la traduction soient maintenues pour assurer une diffusion efficace des connaissances. Donc, la traduction permet de diffuser les connaissances produites dans le milieu académique au-delà des frontières linguistiques. Elle favorise l'échange intellectuel et la collaboration internationale en permettant à des chercheurs et étudiants d'accéder aux travaux académiques.
Malgré l'importance cruciale de la traduction des résumés de mémoire pour la diffusion des résultats de recherche, de nombreux étudiants éprouvent des difficultés à réaliser cette tâche de manière efficace. Ces difficultés sont liées à la nature spécifique du texte académique, aux contraintes linguistiques et culturelles de la traduction, ainsi qu'à un manque de préparation adéquate. Dans le cadre de notre recherche, nous nous demandons quels sont les principaux obstacles linguistiques et conceptuels auxquels nos étudiants sont confrontés lors de la traduction de leur résumé de mémoire. Notre recherche vise à approfondir la compréhension des difficultés spécifiques rencontrées par les étudiants de master lors de la traduction de leur résumé de mémoire en langue française, en examinant les différents facteurs qui influencent la qualité de ces traductions. Nous souhaitons proposer des stratégies concrètes pour aider les étudiants à surmonter ces obstacles et à produire des résumés traduits de manière plus efficace et précise. La deuxième étape de notre recherche consiste à constituer un corpus représentatif de résumés de mémoire traduits. En analysant ces résumés traduits de la langue française à la langue arabe, nous cherchons à identifier les types d'erreurs les plus fréquents et à déterminer les facteurs qui influencent significativement la qualité de ces traductions, tels que le niveau de compétences linguistiques des traducteurs, c'est-à-dire de nos étudiants, leur familiarité avec le domaine de recherche spécifique ou encore les outils de traduction utilisés. Donc, à travers une analyse qualitative approfondie des traductions des résumés de nos étudiants de master, nous cherchons à identifier les types d'erreurs les plus fréquents, c'est-à-dire ces types ou bien ces erreurs peuvent être de nature lexicale, grammaticale, sémantique ou encore culturelle. Donc, faute de temps, je vais passer directement aux résultats de notre recherche. Donc, premièrement, les facteurs qui influencent la qualité des traductions de résumés de mémoire. Donc, tout d'abord, parmi ces facteurs, nous avons relevé les facteurs liés à la compétence linguistique des étudiants et qui jouent un rôle très essentiel. Je vous remercie pour votre attention. On passe maintenant à la communication de Green Zhor, l'Université de Tlemcen. La communication est intitulée « Perspective didactique de la traduction technique ». Perspective didactique de la traduction technique. La langue de spécialité. Alors, une langue de spécialité naît du besoin que ressentent les spécialistes pour communiquer entre eux de façon concise et sans ambiguïté. C'est le mode d'expression des gens travaillant dans le même domaine ou sous-domaine de l'activité humaine. Elle est créée par eux et pour eux et réservée spécialement à l'exercice professionnel. Elle leur est à l'occasion empruntée par les traducteurs le temps d'une traduction afin de reproduire un texte qui ressemble à s'y méprendre avec celui qu'écrirait un spécialiste dans le cadre d'une traduction spécialisée. Depuis quelques années, le volume de publications scientifiques et techniques a augmenté dans des proportions gigantesques. De ce fait, il est devenu indispensable pour les chercheurs scientifiques et techniciens des différents domaines et secteurs de prendre rapidement connaissance du contenu de ces publications. Ce besoin concomitant de connaissances engendre une nécessité urgente d'une traduction spécialisée qui puisse procurer à chaque professionnel dans n'importe quel domaine des textes hautement spécialisés. De ce fait, sont nées les langues de spécialité ou langues sectorielles ou encore microlangues, ainsi dénommées par les linguistes et qui constituent un centre d'intérêt non négligeable, qui mérite un traitement particulier sur le plan de la traduction pédagogique et de l'apprentissage,
selon les besoins des apprenants traducteurs des différents secteurs d'activité et surtout des besoins du marché de la traduction. Alors, pour une définition de la langue de spécialité, nous reprendrons ici la définition proposée par Anne-Marie Lefleur-Lorient. Elle dit « On appelle langue scientifique l'ensemble des textes écrits ». Par ailleurs, le type de langue et son registre doivent changer selon qu'il s'adresse à des spécialistes ou à un public plus large. Lié à une situation de communication, la langue spécialisée est fonction de la personnalité de l'émetteur et du récepteur et du support du message. Ces caractéristiques sont essentielles pour l'apprenant traducteur afin de pouvoir reproduire un texte dans un contexte similaire. De même, pour ce qui est de la perspective didactique de la traduction spécialisée, il importe de connaître les particularités langagières respectées au sein de chaque communauté scientifique. Autrement dit, d'acquérir non seulement une compétence linguistique, mais aussi une compétence communicative d'ordre contextuel permettant de savoir ce qu'il convient d'écrire en fonction du destinataire et du type de texte rédigé. Comme le dit Monique Cormier, une typologie des discours spécialisés selon le public visé peut servir de point de départ à l'enseignement de la traduction technique, car elle permet de présenter les difficultés dans une gradation ascendante. Une fois la typologie du texte à traduire bien définie, l'apprenant traducteur doit apprendre à organiser, reformuler le discours en fonction des connaissances du destinataire. Il doit agir non sur le sens, mais sur la structure du texte, en activant une terminologie spécifique au domaine abordé et reconnu par la communauté visée. Il est alors appelé à reproduire un texte textuellement cohérent et structuré, doté d'un haut niveau de technicité. En fait, la formation à la traduction technique est une tâche que je dirais délicate lorsqu'on l'envisage d'un point de vue pratique, car il faut tenir compte de plusieurs facteurs, à savoir la demande du marché, car il serait sans rendement de former des futurs traducteurs spécialisés dans des domaines n'existant pas réellement sur le marché de la traduction, ou peu demandés et dans lesquels il n'existe pas de vrais débouchés. La formation ne doit pas être trop restreinte, sans quoi le traducteur risque de trouver d'immenses difficultés à s'intégrer au monde du travail et risque par la suite de complètement abandonner sa vocation pour d'autres champs de travail. C'est pourquoi il faut commencer par acquérir une culture technique et scientifique plus étendue que profonde, afin de donner aux futurs traducteurs spécialisés un champ de manœuvre plus important et plus flexible. En fait, la dite tradition traductive dit qu'on ne peut plus exiger aux traducteurs techniques d'être une encyclopédie ambulante. Or, la réalité en matière de traduction spécialisée veut que le traducteur soit en mesure de traduire différents types de textes de textes dans différents domaines techniques et scientifiques. C'est pourquoi le traducteur, et en dépit de sa formation initiale, doit être familier avec les différentes typologies de textes pour pouvoir faire face à la plupart des situations auxquelles il sera confronté dans sa vie professionnelle. La recherche documentaire ainsi que ces outils doivent tenir une place primordiale dans le cursus universitaire de l'apprenant traducteur, quelle que soit sa spécialité, afin de mieux comprendre et mieux rendre les textes qu'il a à traduire, aussi pour enrichir et renouveler son vocabulaire. Pour le traducteur technique, la documentation est une nécessité absolue sans laquelle il ne peut espérer se tirer honorablement des difficultés les plus diverses et les plus inattendues qu'il a constamment à vaincre. Alors, plusieurs outils d'aide à la documentation peuvent être adoptés par le traducteur technique. Alors,
d'abord la documentation écrite, c'est-à-dire les glossaires, les dictionnaires, les encyclopédies, les ouvrages et les publications. En deuxième lieu, les experts, avoir recours aux experts, les experts et les spécialistes. En matière de traduction spécialisée, la collaboration entre traducteurs et experts est indispensable afin d'élucider au mieux les vouloirs dire de l'original et les comment dire de la traduction. En troisième lieu, on a les fichiers de traduction, puisque le facteur temps est le premier enjeu de la traduction. Le traducteur technique doit être en mesure de localiser rapidement ses sources de documentation. C'est ici que se manifeste l'importance des fichiers de traduction. Ces fichiers doivent être constitués de listes préétablies, de glossaires, d'ouvrages et de revues, d'une liste de références bibliographiques et de listes terminologiques spécifiques à chaque domaine ou à chaque discipline. Traduire un texte spécialisé ne consiste pas à insérer des termes techniques dans une langue générale. Il ne suffit pas de connaître les termes, il ne suffit pas non plus de connaître les notions. Il faut savoir les enchaîner dans un discours cohérent qui reflète les usages du domaine. S'il veut arriver à articuler son texte à la manière d'un spécialiste, le traducteur doit s'imprégner de l'esprit des spécialistes, connaître les usages du domaine, les caractéristiques des langues techniques, leur mode d'emploi et par-dessus tout, avoir la capacité mentale d'agencer tous ces données dans un texte cohérent et bien structuré. Alors, quel est le processus de la traduction technique? Comment se déroule une traduction technique? Le problème de fond est le problème de compréhension. En fait, le problème de compréhension constitue l'une des plus importantes contraintes à laquelle est confrontée la traduction technique. Et pour arriver au niveau de compréhension et d'assimilation de la matière à traduire, il faut suivre un processus bien défini afin de pouvoir déchiffrer l'algorithme de la traduction technique. Alors la première phase d'une traduction technique, cette phase se fait en 4 étapes. D'abord, bien évidemment, la lecture, elle facilite la compréhension en donnant une vue d'ensemble sur le texte à traduire et en facilitant la recherche d'indices afin d'effectuer un choix terminologique plus adéquat. Dans la même phase, cette phase d'analyse, on retrouve le contexte. Il faut absolument définir le contexte du texte qui permet au traducteur de déterminer le plan sémantique sur lequel il doit s'appuyer pour mener à bien sa tâche. Ensuite, et dans une phase ultérieure, définir les niveaux de langue afin de faire le choix du jargon à utiliser. Le traducteur doit être familier avec les différents registres de langue, qu'ils soient techniques, scientifiques, académiques ou vulgarisation. La dernière sous-étape de cette première phase est la documentation. À ce stade de l'analyse, le traducteur doit être en mesure de faire son choix concernant le genre de documentation à adopter. La deuxième phase est la phase de compréhension. Alors, le problème de la compréhension en déterminant les points suivants. Le degré de la difficulté du texte, déterminé au moment de la lecture afin de savoir si le traducteur possède des outils linguistiques, la compétence et la documentation nécessaires pour traduire. Ensuite, déterminer le genre de difficulté. Et cela se fait en soulignant les termes et les passages qui posent problème à la traduction pour pouvoir recourir à l'outil de documentation approprié. Ensuite, on doit faire appel à un expert. En cas d'impossibilité de compréhension de quelques termes, faire appel à un expert devient une obligation afin de soulever l'ambiguïté. Et en dernier lieu, le traitement des réponses. Une fois les réponses des experts en main, il faut les traiter pour faire son choix concernant les procédés de traduction à adopter.
La troisième phase est bien évidemment la phase de traduction. À ce stade, le traducteur comprend le texte dans sa totalité, possède des outils nécessaires pour travailler, il n'a plus qu'à passer à la traduction, c'est-à-dire à la recherche d'équivalence en utilisant une terminologie technique susceptible de rendre le sens complet du texte original. La quatrième et dernière étape est bien évidemment la révision. Elle doit porter davantage sur le fond que sur la forme. La précision et l'exactitude passant avant l'élégance, c'est pourquoi une traduction technique doit être révisée par un technicien de la spécialité. Le rôle principal de la traduction technique étant l'information, il est évidemment essentiel que le message soit clair. Alors, pour conclure, je dirais que la traduction technique est un travail de collaboration étroite entre le traducteur et le technicien. C'est une profession qui exige à la fois un esprit curieux, méthodique et un souci de l'exactitude et de la précision. Pour ce qui est de la formation des apprenants traducteurs et de leur cursus universitaire, il est sans doute primordial de les sensibiliser au fait que le but du texte spécialisé est de transmettre une information et que sa traduction doit conserver cette fonction du texte. Ensuite, nous devons sensibiliser l'apprenant traducteur à la recherche documentaire pour mieux maîtriser certaines contraintes lexicales et terminologiques. La formation du traducteur technique n'est jamais terminée. Tous les jours, il a de nouvelles difficultés à vaincre, de nouvelles connaissances à acquérir. Il doit constamment se tenir au courant. Le problème de fond et le problème de compréhension, en fait. Le problème de compréhension constitue l'une des plus importantes contraintes à laquelle est confrontée la traduction technique. Et pour arriver au niveau de compréhension et d'assimilation de la matière à traduire, il faut suivre un processus bien défini afin de pouvoir déchiffrer l'algorithme de la traduction technique. Alors la première phase d'une traduction technique, cette phase se fait en 4 étapes. D'abord, bien évidemment, la lecture, elle facilite la compréhension en donnant une vue d'ensemble sur le texte à traduire et en facilitant la recherche d'indices afin d'effectuer un choix terminologique plus adéquat. Dans la même phase, cette phase d'analyse, on retrouve le contexte. Il faut absolument définir le contexte du texte, qui permet au traducteur de déterminer le plan sémantique sur lequel il doit s'appuyer pour mener à bien sa tâche. Ensuite, et dans une phase ultérieure, définir les niveaux de langue afin de faire le choix du jargon à utiliser. Le traducteur doit être familier avec les différents registres de langue, qu'ils soient techniques, scientifiques, académiques ou vulgarisation. La dernière sous-étape de cette première phase est la documentation. À ce stade de l'analyse, le traducteur doit être en mesure de faire son choix concernant le genre de documentation à adopter. La deuxième phase est la phase de compréhension. Alors, le problème de la compréhension en déterminant les points suivants: le degré de la difficulté du texte, déterminé au moment de la lecture afin de savoir si le traducteur possède des outils linguistiques, la compétence et la documentation nécessaires pour traduire. Ensuite, déterminer le genre de difficulté. Et cela se fait en soulignant les termes et les passages qui posent problème à la traduction pour pouvoir recourir à l'outil de documentation approprié. Ensuite, on doit faire appel à un expert. En cas d'impossibilité de compréhension de quelques termes, faire appel à un expert devient une obligation afin de soulever l'ambiguïté. Et en dernier lieu, le traitement des réponses. Une fois les réponses des experts en main, il faut les traiter pour faire son choix concernant les procédés de traduction à adopter. La troisième phase est bien évidemment
la phase de traduction. À ce stade, le traducteur comprend le texte dans sa totalité, possède des outils nécessaires pour travailler, il n'a plus qu'à passer à la traduction, c'est-à-dire à la recherche d'équivalence en utilisant une terminologie technique susceptible de rendre le sens complet du texte original. La quatrième et dernière étape est bien évidemment la révision. Elle doit porter davantage sur le fond que sur la forme. La précision et l'exactitude passant avant l'élégance, c'est pourquoi une traduction technique doit être révisée par un technicien de la spécialité. Le rôle principal de la traduction technique étant l'information, il est évidemment essentiel que le message soit clair. Alors, pour conclure, je dirais que la traduction technique est un travail de collaboration étroite entre le traducteur et le technicien. C'est une profession qui exige à la fois un esprit curieux, méthodique et un souci de l'exactitude et de la précision. Pour ce qui est de la formation des apprenants traducteurs et de leur cursus universitaire, il est sans doute primordial de les sensibiliser au fait que le but du texte spécialisé est de transmettre une information. On arrête la Sa vidéo traduction jusque-là doit parce conserver cette que fonction du texte. ça se répète, Ensuite, oui. Nous devons Monsieur, sensibiliser l'apprenant traducteur s'il vous plaît, à la vous arrêtez recherche la vidéo. documentaire. On passe maintenant à Mieux la maîtriser communicante ou certaines la contraintes participante lexicales suivante, et terminologiques. Madame Dwifi Nabiha. La formation du traducteur. On passe à Madame Dwifi Nabiha qui va présenter une communication intitulée Méthodologie de lecture pour une traduction de qualité, un enregistrement vidéo aussi. Dwifi Nabiha. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour la qualité de ce colloque qui nous permet d'échanger sur des problématiques essentielles de notre domaine. Dans le cadre de cette rencontre, je vous propose d'explorer le thème de la lecture traductive, une étape fondamentale et rarement mise en lumière par les traductologues. Dans cette communication, nous explorons le rôle crucial de la lecture dans le processus traductif. Nous nous appuyons principalement sur les travaux de la chercheuse Freddy Plassard. Nous verrons comment une stratégie de lecture bien établie peut guider le traducteur vers une compréhension plus fine du texte source, lui permettant ainsi de mieux capter et transmettre le sens dans la langue cible. Nous examinerons les différents types de lecture préalables à la traduction, leur impact sur les choix traductifs et la façon dont ils permettent au traducteur de naviguer dans les complexités culturelles, stylistiques et thématiques du texte. Nous illustrerons ces concepts en nous appuyant sur l'expérience concrète de Catherine Chariot dans sa traduction des romans de Wassily Large. En fait, le concept de lecture traductive, introduit par Levin-Dulst en 2007, explore la spécificité de la lecture du traducteur par rapport à celle d'un lecteur ordinaire. Jean Delisle l'a défini comme une étape préalable à la traduction, où le traducteur interprète le sens selon son projet et ses contraintes. Cette particularité fait du traducteur un lecteur spécial, qualifié différemment selon les chercheurs, émérite, idéal, atypique ou particulier. Sa lecture est double. Elle nécessite une analyse approfondie du texte source et prépare l'écriture dans la langue cible, ce qui rend cruciale la justesse de l'interprétation initiale. Michel Ballard conteste d'ailleurs l'approche de Vinet et d'Arbonnet qui considère le sens comme point de départ, négligeant ainsi l'importance du processus de lecture et la possibilité d'interprétation multiple. Nous examinerons maintenant une série de lectures distinctes et complémentaires élaborées par la traductologue Freddy Plassard, chacune apportant une dimension essentielle à la compréhension et à la transposition du texte source. En premier lieu, le traducteur fait une lecture exploratoire, où il fait un travail de repérage de tout ce qui caractérise la structuration du texte, c'est-à-dire la longueur, les indicateurs temporels, les articulations rhétoriques, ainsi que les relations logiques. Il appréhende également la thématique du texte, son atmosphère, son contexte socioculturel et historique. Il fait ensuite ce qu'on appelle une lecture documentaire, parce que tout texte
contient des références culturelles, des allusions à des événements historiques et des réalités socioculturelles qui peuvent constituer des pistes de recherche pour le traducteur. Ceci nous renvoie à titre d'exemple à l'expérience de Catherine Chariot qui illustre parfaitement ce concept. Avant d'entreprendre la traduction du roman Les fleurs d'amandier, Anwar Louz de Wassine El Araj, elle a consacré 4 mois à se documenter sur la tribu bédouine des Banu Hilal. Cette démarche était essentielle car l'œuvre s'inspire de l'histoire de cette tribu. Pour la traduction d'un autre roman du même auteur, Les Balkans de la mer du Nord, Awshurufat Bahr Shamal, Chariot a adopté une approche tout aussi méticuleuse. Elle a fait une collecte d'informations et des photos de la flore de l'Algérie avant d'entamer la traduction du roman. Elle a fait aussi des recherches autour du cancer du sein et des cicatrices post-opératoires vu que l'un des personnages en fut atteint. La traductrice s'est procuré également le guide du routard d'Amsterdam, la même source utilisée par l'auteur pour relater les aventures de son personnage principal dans cette ville. Elle a visité personnellement certaines villes mentionnées dans le roman, en plus de faire une visite virtuelle du musée d'État d'Amsterdam, avant de voir les célèbres tableaux cités par l'auteur dans son ouvrage. Pour elle, cette étape est sa préférée, ou comme elle s'exprime, j'aime énormément ce travail de recherche, de collecte d'informations. C'est peut-être même le temps que je préfère dans l'exercice de la traduction. Une sorte d'enquête, presque comme une enquête policière, c'est passionnant. Troisièmement, le traducteur fait une lecture intégrale. En fait, cette lecture accompagne le premier jet de la traduction en suivant le texte ligne à ligne. Le traducteur identifie les réseaux textuels de façon approfondie, et ce, par un repérage plus systématique des articulations du texte, de sa structure d'ensemble et de son thème. S'ajoute à cela le repérage des réseaux thématiques à travers lequel le traducteur découvre la manière dont le thème principal est traité et se développe tout au long de l'œuvre. En outre, il identifie les réseaux logiques qui révèlent le raisonnement de l'auteur, ce qui lui permet de saisir la logique du texte et d'assurer sa cohérence dans la traduction. Parallèlement, le traducteur se concentre sur les aspects esthétiques et stylistiques en repérant les réseaux expressifs. Ceci englobe les choix syntaxiques et lexicaux de l'auteur, les registres de langue employés ainsi que les figures du style. En examinant ces aspects, le traducteur cherche à comprendre non seulement ce que le texte dit, mais aussi comment il le dit et pourquoi il est construit de cette manière. Car la forme, tout aussi comme le fond, véhicule des significations particulières. Les différentes phases de la lecture identifiées, à savoir exploratoire, documentaire et intégral, forment un processus complexe et itératif qui permet au traducteur d'appréhender la complexité et la singularité d'un texte littéraire. L'exemple de Catherine Chariot dans sa traduction des œuvres de Wassine El Araj illustre parfaitement l'importance de cette démarche minutieuse. Sa recherche approfondie, allant jusqu'à visiter personnellement les lieux mentionnés dans les romans, démontre l'engagement nécessaire du traducteur dans ce processus de lecture et de compréhension. En définitive, la traduction apparaît comme un acte complexe de médiation culturelle et linguistique, qui exige du traducteur une rigueur intellectuelle, une curiosité constante et une méthodologie solide. La qualité de la lecture initiale et l'exhaustivité de la recherche documentaire sont les garants d'une traduction qui transcende la simple transposition linguistique pour devenir une véritable recréation fidèle à l'esprit de l'œuvre originale. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour l'écoute et pour l'attention que vous avez accordée à ces enregistrements vidéo. Nous passons maintenant au débat. Et vu que Alors, le débat, les questions vont être adressées à M. Benihia, qui va détailler l'approche de l'enseignement de la traduction, une approche qui synthétise une approche qui synthétise 24 ans, c'est ça? 10 ans d'expérience dans l'enseignement de la traduction. On vous écoute. Si vous avez des questions. C'est vrai
que je n'avais pas assez de temps pour exposer toute la communication dans tous les détails qu'il faut, parce il faut donner des exemples, il faut tracer, il faut souligner, etc. Vas-y, allez, allez-y. Ahmed. Ah, comme ça. Exul, ça veut dire quoi, exul? اكزو زعما محسوب ثريتي تخدمض تعجبك تلها في دينير سترافيلي. ايه صدير La synthèse de ma communication. اكزاكتومون دو لا ميثود خاطي دو لا ميثود دو لابليكاسيون اللي كان دينير الى خسر انفورماسيون دابور. قلنا المسوقل ايه فوالا سعدا كريس كواسن الديبارتمون دونجلي غندا نوذا امكار دافغ لا ميثود سوا شرط سلمذو تسوقيلت en même temps je me suis tracé des objectifs l'écrit donc un double objectif نستعلم تسوقيلت les principes en même temps أنا الماذ هذه الماذ ثيرا la langue source parce que toute l'étude est centrée sur la langue source donc au fur بلي يلاق أنا الماذ هذيك التشطح هذه فيك beaucoup d'importance et la structure syntaxique ماشي استقرب استقبيليت la structure syntaxique c'est le plus important parce que le vocabulaire le lexique يزمر فينا ذيك الديكسيونير يزمر فينا ذيك l'encyclopédie etc. mais la construction syntaxique وحفظها facilement il faut qu'il la pratique il la يعود il la fréquence de l'exercice لما يستفيد تكون اشتراكي donc ذاك يستخدم تسوقيلت comme moyen pour l'apprentissage de la langue étrangère donc à travers les exercices l'étudiant il va enrichir ses connaissances, son savoir dans la langue anglaise. J'espère que j'ai réussi parce qu'il y avait des échos quand même assez de la part des étudiants et ils ont aimé la démarche. Voilà, j'espère que... En même temps que la compréhension des textes parce que c'est le pivot de la traduction. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. La méthode madame c'est répartie en trois phases. L'analyse pré-traduction, l'analyse syntaxique, la traduction du texte, après la production écrite. Je demande à l'étudiant après la traduction de faire un écrit. C'est ce que je... Merci bien pour la réponse. D'autres questions? Nous arrivons maintenant à la fin de cet atelier. Avant de clôturer, j'aimerais bien remercier tous les participants, tous les étudiants qui sont présents, tous les membres du comité d'organisation, comité scientifique, qui ont veillé à la réussite de ce colloque. Je vous souhaite tous bonne continuation. Et,